tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview en visio avec Mister Noolito, ici présent. Hey tout le monde, c'est moi. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu les interviews en visio, j'en ai fait plusieurs sur ma chaîne. Bon, c'est juste que là, on n'arrivait pas à se catcher, donc on s'est dit que le visio, ce serait le plus simple. James est dans mes oreilles, je suis dans ses oreilles. On a tous les deux le téléphone face à nous, donc parfois, si on regarde un peu sur le côté, c'est parce que on a le réflexe de regarder le téléphone, parce que James est juste là pour moi, et moi, je suis sur le côté pour lui. Donc ne nous en voulez pas si on ne regarde pas dans les yeux tout le long, mais l'intention y est, quoi. Voilà, on va faire ce qu'on peut, hein, on fera ce qu'on peut. Mais écoute, je suis trop contente qu'on puisse faire l'interview parce que, enfin, je t'en ai parlé un petit peu juste avant, mais c'est vrai que j'avais pas mal d'abonnés qui m'avaient demandé si je pouvais te recevoir. Et c'est chouette aussi parce que comme tu abordes plein de thématiques de santé mentale et que tu as sorti ton livre, qui est juste là, 38 ans d'angoisse, que tu m'as gentiment envoyé dédicacé, je me suis sentie très starlette. Je trouvais que c'était hyper en lien avec tout ça et qu'on pouvait clairement faire une interview sympa et apprendre un peu plus sur la personne, encore plus que ce que tu as déjà dévoilé dans ton livre, quoi. Ouais, très bien, on peut y aller, let's go, hein, c'est parti. Alors, je commence toujours mes interviews par présenter mes invités, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien qu'ils le fassent. Et j'ai écouté beaucoup d'interviews, notamment les interviews promo que tu as fait pour ton livre. Et on te présente toujours de la même façon, on dit toujours James, a.k.a. Noolito, plus de 4 millions d'abonnés sur TikTok, plus d'1,5 million sur Instagram. Et c'est toujours la même présentation. Toujours le même. J'aimerais bien que tu te présentes toi de la façon dans laquelle tu aimerais bien qu'on te présente. Comment je pourrais me présenter? En fait, on va dire qu'il y a deux parties de moi. Il y a le James et le Noolito. Donc, c'est deux personnes à présenter. Le Noolito, c'est le mec qui est complètement festif, complètement ravagé, ce qui arrive les 3/4 de la journée. Et le James, il peut être un peu plus calme comme là, même si je me contiens, il y a les deux en même temps là. Mais voilà. Et comment je pourrais me définir? Quelqu'un de jovial, je pense. Après, je vais pas commencer à dire trop de compliments. Les gens vont dire, oh là, il pète plus que son cul. Je peux aussi quand même présenter Mamzelle Pamela, qui a entendu que j'étais en interview où elle est arrivée. Bien sûr. Papa. Merci. Est-ce que nous pourrions avoir Pamela, s'il vous plaît? Pamela est demandée à l'accueil. Venez très cher. Voilà. Quand même une star également de ton contenu. Hein. Voilà, oui, je ne peux pas ne pas la présenter. Elle m'a fait gagner beaucoup d'abonnés, celle-là. On le sait, les chiens, ça fait gagner du follow. Les chiens, les enfants, mais bon, les enfants, c'est pas encore. J'en veux pas, bon. Pas encore d'actu. Déjà, il faudrait peut-être que j'ai un mari, alors là, on y est encore loin. Donc, laissons-moi avec un chien, c'est déjà pas mal. On t'a parlé de. C'est intéressant ce que tu as dit au début en disant qu'il y avait deux entités, qu'il y avait à la fois Noolito, donc qui était vraiment la partie que nous on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi James. Et là, c'est plus, je pense que tu t'en doutes, c'est plus James qui m'intéresse. Ouais. J'aimerais qu'on fasse un petit flashback parce que j'ai vu que ta maman était aussi sur les réseaux. Ouais. Une star de TikTok quand même. Oh là là, mais je me rends pas compte, des fois je regarde pas, mais je vois qu'elle fait son petit bout de chemin. Ah oui, ça monte tranquillement, tout ce qu'on voit sur moi, mais ça monte. Et là, elle avait fait une vidéo la dernière fois, je sais plus c'était pourquoi, c'était pour un truc d'épilation, et elle a dit je suis portugaise, mais je n'ai pas de moustache. Et je me suis dit, j'avais pas percuté que t'étais portugais. Et la question que je me demande, c'est est-ce que t'es née en France? Est-ce que t'as vécu un peu au Portugal? Ça s'est passé comment ça? Alors, je suis moitié portugais, moitié français. Mon père est mon père est français, il n'a pas d'autre origine, j'ai l'impression. Je lui avais demandé, mais j'ai pas l'impression. Et ma mère, elle est vraiment née au Portugal. Moi, je suis née en France, en région parisienne, à Dourdan, dans l'Essonne. Okay. Donc voilà. Et alors je suis déjà allée au Portugal et tout, je suis pas née là-bas. Et le pire, là, c'est la honte, mais je ne parle même pas portugais. À part les gros mots, je ne sais rien dire en portugais. Ah oui, parce que ta maman, elle t'a pas élevé dans cette double culture. Non, c'est un truc que tu regrettes? Je regrette quand même un petit peu parce que mon père lui avait dit tu devrais lui apprendre. Et en fait, elle avait peur que je me mélange et qu'à l'école je sois du coup retardée parce que je me mélange avec le français et le portugais, alors que pas du tout. C'est le moment qu'il faut faire apprendre une langue. Et puis, je vois des amis à moi qui ont fait portugais, qui savaient parler portugais, ils avaient 20 sur 20 au bac. Ça m'aurait bien sauvé de mon 8 sur 20 en anglais. Mais bon. Ah oui, avec les options, tu peux prendre portugais. Alors, est-ce qu'elle a mis un petit peu de sa culture portugaise dans ton éducation autrement que par la langue? Alors, un petit peu dans les plats. J'ai goûté l'issoupado, un autre truc à base de poisson. Mais après, ma mère, comme elle est partie à l'âge de 10 ans, elle adore le Portugal, mais c'était quand même un pays très pauvre. Elle en garde un mauvais souvenir de sa jeunesse. Donc elle est très heureuse, je l'ai ramenée en 7 ans, elle était très heureuse, très émue d'y retourner, mais elle n'a pas gardé à la base beaucoup de beaux souvenirs.
Elle y a pas été... Enfin, elle y est pas restée très longtemps non plus. Non, en fait, c'était... Enfin, mon grand-père, en fait, est venu vivre... Enfin, pas vivre, il est venu travailler en France parce qu'il y avait beaucoup de demandes de main-d'œuvre. Ouais. Et de fil en aiguille, en fait, ma mère et ses frères et sœurs et ma grand-mère, du coup, ils sont venus en France. Et ma mère, c'était la dernière, donc elle avait 10 ans, ouais, je crois. Ok. Et tes parents, ils se sont rencontrés comment, alors ? Ah, alors mes parents, comment ils se sont rencontrés ? En Essonne, là où je suis née, vers Dourdan. Je crois que ma mère, elle gérait pas le Intermarché, mais elle gérait un petit truc dans le Intermarché. Et mon père était en gros, son employé. Et voilà, ils se sont connus. Ah là là, coup de foudre au rayon fruits et légumes, quoi. Ce que j'allais dire, coup de foudre en plein rayon. Et puis voilà, ça c'est fait. Et de Dourdan, vous êtes descendu quand, alors, dans le sud ? T'avais quel âge ? Alors parce que là je suis en Gironde, mais je suis pas venue en Gironde à la base. On est vers 2 ans et demi, donc moi je suis pas... Ouais. J'avais l'accent du sud-est, j'ai un peu perdu depuis que je suis en Gironde. Mais de mes 2 ans et demi jusqu'à mes 13 ans, j'ai vécu dans l'Hérault, à côté de Béziers. Et après, à mes 13 ans, ma mère a connu quelqu'un d'autre. Enfin, ils s'étaient séparés depuis un moment avec mon père. Hein. Elle a connu quelqu'un d'autre qui vivait en Gironde. Et du coup, depuis, je suis en Gironde. Et là, tu vis pas chez ta maman, t'as ta maison à toi Ouais, ça fait un moment. Déjà, j'avais mon studio quand j'étais étudiant à Bordeaux. Enfin, j'ai eu beaucoup de studios. J'ai changé toutes les années, j'ai fait de la coloc, enfin bref, dans tous les sens. Mais ça me rajeunit pas quand je vois tous les appartements que j'ai pu faire. Mais non, ouais, j'étais à Bordeaux quand je suis allée à la fac, donc dès mes 18 ans. Donc j'ai arrêté d'être chez mes parents. Et t'es enfant unique ou t'as des frères et sœurs ? Alors tout le monde pense que je suis fils unique et pas du tout. J'ai 2 demi-frères. On a la même mère, mais pas le même père par contre. Ok. Mais ils sont un peu plus âgés que moi, donc eux je m'entends très bien avec eux, mais c'est comme si j'étais fils unique, quoi. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'âge de différence, moi oui. Et tu les vois beaucoup ou pas ? Mon plus grand frère habite dans le même village que ma mère, donc je le vois, je l'ai vu à Noël, je le vois peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois. Mon autre frère, non, il est toujours dans l'Hérault. Lui, il n'est pas venu. D'accord. Donc ça fait 3 ans, 4 ans que je ne l'ai pas vu. Quel regard ils portent tes frères sur ton métier ? J'aime bien poser cette question, tu vois, de savoir ce que la famille pense des métiers qu'on fait, qui sont un peu conventionnels, on va dire. Ouais, alors... Ils sont très contents, ils s'inquiètent pas ni rien des réseaux sociaux, ils sont très contents. Après, mon plus grand frère que je vois souvent, lui, il est pas trop réseau, donc il comprend un petit peu, mais il faut pas lui expliquer trop dans les détails parce qu'il comprend après, on le perd, il sait plus où on va. Okay. L'autre me suit sur les réseaux, sur Facebook, parce que j'ai aussi ma page Facebook, donc vieille école, il est sur Facebook. Mais apparemment, il m'a dit ils ont tous les 2 reçu mon livre, ils étaient très fiers de moi, voilà. Mais après, j'en parle pas énormément avec eux. Dans quel climat familial t'as grandi ? Parce que dans ton livre, t'abordes ça, qu'à la séparation de tes parents, qui sont quand même séparés quand tu étais jeune, donc c'est vrai que t'as pas forcément de souvenirs de quand ils étaient ensemble, qu'il y avait une différence entre la vie chez ta maman, qui était très protectrice, et la vie chez ton papa, qui était autoritaire. Par quoi ça se manifestait, ça, concrètement ? Bon, après, j'étais très bien éduquée, il y avait quand même de l'amour autour de moi, ça je peux pas le cacher, je peux pas leur en vouloir. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais les 2 côtés. Alors, mon père était très autoritaire, ma mère, comme tu viens de dire, très protectrice. Mais j'avais tout ce que je voulais. Donc j'étais un enfant quand même gâté. Bon, ils étaient pas riches, donc j'avais pas non plus un poney dans le jardin quand je demandais un poney. Hein, à un moment donné, ça s'arrêtait. Mais j'avais tout ce que je voulais. Et du coup... on va dire j'étais un enfant gâté capricieux, mais en même temps mon père était quand même très strict. Et en fait on va dire qu'à la séparation j'étais quand même très content, hein, désolé pour eux, mais je pense qu'ils sont très contents aussi de s'être séparés. Mais j'étais content parce qu'au moins ça me permettait de ne pas avoir les 2, protection et autoritaire en même temps. Puis mon père, je l'aime énormément, ma mère aussi, mais mon père était quand même autoritaire. En fait c'est pas qu'il est autoritaire, très sévère et qu'il va m'engueuler pour tout et pour rien. Et c'est qu'en fait, il avait peur de tout aussi en même temps. Enfin, je pouvais rien faire parce qu'il se dit, là, il va tomber à cause d'un caillou, tout ça. Et c'était quand même pesant parce que quand on est petit, on essaye de grandir. Enfin, bah oui, on grandit, mais on essaye de je sais pas, d'évoluer. Et en fait, je pouvais pas parce qu'il fallait faire gaffe à tout, quoi. Donc, c'était assez... En fait, ils étaient un peu protecteurs, mais d'une façon différente, quoi. Ouais, différente parce que ma mère était pas... Elle me laissait faire ce que je voulais, mais elle me chouchoutait. C'était ça en fait, vraiment, j'étais très très chouchoutée. T'étais le petit dernier, quoi. Voilà, exactement. Alors que mon père, c'était protecteur mais sévère, genre en mode il me fallait faire gaffe à tout, quoi. Est-ce que tes parents bossaient ? Est-ce que ta maman travaillait ? Est-ce qu'elle s'occupait de toi ?
Parce que c'était quoi? C'était une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre? Non, alors au début, j'étais la semaine chez ma mère et le week-end chez mon père. Mais comme Ouais. j'étais à l'école la semaine, je voyais que ma mère le soir et ça me pesait. Donc on a finalement fait un week-end sur deux. Donc je voyais mon père un week-end sur deux. Et le reste du temps, j'étais chez ma mère. Comme ils n'étaient pas dans le même village et que l'école était dans le village de ma mère, c'était plus simple que je sois chez ma mère la semaine. Donc on a fait comme ça. C'était quoi la question? Je me suis perdue moi dans la question. T'inquiète. Est-ce que tes parents travaillaient ou comment ils Ah faisaient pour oui. s'occuper de toi? Par exemple, quand t'étais chez ta maman, Ouais. est-ce que t'avais une nourrice ou est-ce que c'était ta maman qui faisait les trajets entre l'école et chez toi? Alors j'avais de temps en temps une nounou, mais sinon oui, ma mère travaillait, alors elle était vendeuse à boulangerie, elle a aussi fait des ménages. Et mon père, il est toujours soudeur. Donc ouais, je crois que c'est comme ça qu'on se dit, soudeur, je crois que c'est le nom du métier. Ouais, je Mais, pense. mais du coup, ouais, non. Généralement, la semaine, j'étais en cours, mais par exemple, quand le matin commençait tôt, j'avais une nounou, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que je. Ouais, non, ça n'a pas duré très longtemps, je me souviens plus trop de ma nounou. Tu vois, tu me dis que ta maman faisait des ménages, que ton papa était soudeur, donc t'as pas grandi dans une famille hyper aisée financièrement. Non. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui t'appréhendes la notion d'argent dans les métiers tu vois, dans lesquels on Ouais. évolue, où il y a quand même énormément d'argent qui circule? Oui, bah ouais. Tu vois, par rapport à ton éducation, au fait que que t'aies eu ce qu'il te fallait, tu vois, mais sans que ce soit non plus des revenus faramineux, comment est-ce que tu appréhendes l'argent? Est-ce que t'es plutôt du genre à économiser parce que peut-être la crainte, ou est-ce qu'au contraire, tu vas profiter et dépenser, faire plaisir à tes proches? Enfin, tu vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais quelle est ta gestion de l'argent aujourd'hui? Je fais quand même très gaffe, même si je me fais plaisir. Enfin, au début, j'ai eu peur parce que je me suis dit, j'ai pas eu besoin de travailler pendant mes études, même si ma mère était femme de ménage et mon père soudeur. Ils ont toujours fait en sorte que pendant mes études de droit, je n'ai pas à travailler à côté pour bien D'accord. faire mes études et tout. Donc c'est vrai que je voyais mes amis travailler et j'aurais peut-être dû, parce que ça m'aurait peut-être autonomisé, Donner de l'autonomie. donner de l'autonomie et ouais, j'aurais été peut-être plus autonome et moins enclin à toujours avoir besoin de mes parents très longtemps. Mais c'est vrai ils m'ont toujours ils ont toujours tout donné. Et du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça se trouve, moi, je vais vriller. Et comme j'ai pas la notion de l'argent, que à la fin du mois, il faut faire ci, ça. Bon, après, bon, j'avais quand même les bourses du Crous, donc je savais qu'il fallait quand même gérer. Je savais quand même gérer un minimum l'argent, sinon je pouvais plus manger à la fin du mois. Donc, je faisais quand même gaffe. Mais c'est vrai que non, je fais très attention. Et je pense aussi que c'est lié. Je veux pas dire qu'on était très pauvres, mais bon, voilà, je viens pas d'un milieu où je pouvais acheter des trucs à tout va, des trucs hyper chers. Donc oui, je me fais plaisir, je me suis acheté, un jacuzzi à 2 francs 6 sous là dans mon jardin, voilà, des petits plaisirs. Je regarde moins mon compte en banque quand j'ai envie de m'acheter un truc, je vais pas regarder constamment. Ça me fait pas peur du coup, parce que je sais que, voilà, on gagne quand même, je gagne quand même bien ma vie, mais je fais quand même gaffe, je mets je mets énormément de côté, Après, je suis pas quelqu'un qui a été habitué par exemple aux vêtements de luxe, donc ça me donne pas envie. Il y a plein de trucs comme ça où je sais que on peut partir très vite à acheter des sacs à 2000, 3000, même si je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi déjà, je ne suis pas dépenser dans les habits. Déjà ça enlève. Et voilà, sinon oui, je me fais des petits plaisirs, mais un juste milieu, mais je mets quand même pas mal de côté parce que ce métier-là peut s'arrêter très vite, donc il faut faire très gaffe. Voilà, Mm. faut faire très attention. Mais t'as tes études quand même aussi, là tu parlais Ouais. des études de droit. Est-ce que le fait d'avoir choisi cette filière dans le droit, c'était aussi, tu vois, peut-être une filière un peu sécurisante pour toi? C'est toi qui as fait ce choix-là ou est-ce que ça a été influencé par, je sais pas, les profs ou même par tes parents ou par tes frères ou c'est toi profondément qui avait la conviction, c'est quoi, c'est du droit Ouais. pénal, non, que t'as fait? Ouais, j'ai fait du droit pénal, ouais. Ok. Est-ce que c'était une profonde conviction ou est-ce que c'était pas par défaut, tu vois, mais... C'était mon envie. De toute façon, mes parents ont bien compris que s'ils voulaient. Ils ont bien compris qu'ils n'auraient pas réussi à me faire ce qu'ils voulaient. Enfin, genre, je suis très têtue. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ils étaient d'ailleurs très choqués que j'ai envie de faire des études de droit, que j'ai envie d'aller à la fac de droit. Ils pensaient pas du tout parce que j'ai toujours été un cancre. Mes profs ne m'ont pas du tout incité d'aller à la fac. Parce qu'en plus, je venais d'un bac STG, je crois que c'est STMG maintenant que ça s'appelle, ou ça se trouve, ça a encore changé. Donc, du coup, pour eux, j'allais me tauler. Je dis pas que mes parents n'y ont pas cru, hein, ils m'ont dit fais ce que tu veux, si tu as envie d'y aller, vas-y. Et bon, mes profs, non, par contre, ils me disaient de pas. Enfin,
il me le disait pas, mais il me faisait bien comprendre où tu vas là, dans quoi tu t'embarques. Mais c'était moi, ça m'a énormément plu, les études. Mais après, je me suis rendu compte que les métiers étaient trop stricts, trop sévères. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de rigoler et tout, et c'est pas du tout pour moi. Même si j'adore ces métiers, je trouve ça fabuleux. Très, très rigoureux, quoi, quand même, le droit. Moi, je me suis rendu compte que je voulais faire avocat, et en fait, finalement, ben non. Même si ce métier, même s'il y en a qui crachent dessus, il est très beau, et je félicite des amis qui ont pu avoir le CAPA et qui maintenant sont avocats, c'est magique. Mais je sais que moi, j'aurais pas été épanouie, j'aurais été malheureux de faire ça. Donc je suis très content d'avoir raté 2 fois le concours, enfin l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Je suis content d'avoir raté. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie, tu vois, de partir en droit? Est-ce qu'un jour tu as vu une affaire et tu t'es dit moi aussi j'ai envie de défendre les gens, ou est-ce que ça faisait longtemps que tu avais cette envie-là? J'avais déjà une amie qui voulait faire juge, c'était ma meilleure amie, elle voulait faire juge, et en fait moi je me suis intéressée, je me suis intéressée en fait à ce milieu, et j'ai trouvé ça intéressant en fait d'apprendre des choses sur le droit. Enfin, je me dis c'est quand même important de savoir nos droits, de savoir la loi, et en fait je me suis pas posé la question du métier que j'allais faire. Mais j'étais en STG, on faisait du droit et économie. Bon, c'était du droit, c'était la surface. Hein. On passe du coq à l'âne quand on passe du droit de STG à du droit à la fac. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air hyper intéressant. Et je trouvais ça enrichissant, donc je me suis dit, allez, on y va, on verra bien où ça me mène. Et alors là, quand tu passes ton concours, donc 2 fois, d'ailleurs c'est ta bio. Ah oui, je l'ai gardé. On a 3 chances, hein, j'aurais pu tenter une 3e fois, mais je l'ai pas fait. À ce moment-là, tu as les réseaux sociaux, donc quand tu quittes les études, tu as cette espèce de parachute qui sont les réseaux, ou c'est quand même pas assez développé pour te servir de parachute? Alors, la première fois que j'ai passé le concours, enfin l'examen, parce qu'on va m'attendre, si je dis concours, ils vont tous m'attaquer, ceux qui ont passé l'examen. Donc la première fois que j'ai passé l'examen, je n'étais pas sur les réseaux. Enfin, j'ai commencé en plein milieu de mes révisions. En fait, je m'ennuyais, entre midi et 2, je me disais, bon ben vas-y, fais un petit peu, c'est mes amis, ils me disaient, mais t'es drôle et tout, vas-y. Je leur envoyais que des snaps, ils me disaient, mais arrête, mets sur Insta, ça peut marcher. Et en fait, de fil en aiguille, bon, ça prenait, mais pas assez. Et à ma 2e année où j'ai préparé le concours, là, ça a commencé à exploser. Enfin, ça a commencé à exploser sur Instagram, pas sur les autres réseaux parce que j'y étais pas. Enfin, c'est sur YouTube, mais ça n'a pas explosé trop. Et en fait, vraiment, j'ai raté une 2e fois l'examen. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à gagner, on va dire, le SMIC. Donc je me suis dit, t'en as marre de ça. Donc écoute, si jamais à un moment donné les études, t'as quand même tes diplômes, si jamais t'as envie de revenir, reviens. Mais là, laisse-toi porter et tu verras bien. Donne-toi cette année-là sur les réseaux et on verra bien ce que ça donne. Et ça a donné. Tant mieux. TikTok est arrivé en plus à ce moment-là. Ouais, TikTok est arrivé en décembre. En décembre, et quand j'ai eu mes résultats de l'examen que j'avais raté, j'ai lancé, en fait, je prenais mes stories Instagram et je les mettais sur mon TikTok. Et en fait, ça a commencé à marcher, mais moi je comprenais rien à TikTok, hein, vraiment. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au premier confinement. Là, je me suis lancée à fond. Oui, puis là, il y a eu tout l'engouement aussi pour TikTok, parce que les gens étaient devant leur téléphone. T'as créé quand même énormément de contenu pendant ce confinement. Enfin, il y avait des fois, genre 4 TikTok par jour, quoi. Enfin, c'était... Mais au moins, j'étais tout seul dans mon 18 mètres carrés, je m'ennuyais, et au moins, ça me permettait de m'occuper, et j'avais énormément d'inspi. Donc, tant mieux que j'ai eu ça. Je dis pas que je me serais jamais relevée de mon confinement, mais je veux dire, j'étais vraiment tout seul pour le coup. Et ça m'a permis, en fait, ça m'a donné une raison de me lever le matin, de m'occuper et de faire du contenu, quoi. Oui, puis tu fais beaucoup de contenu aussi sur... du contenu vraiment sur ton quotidien, quoi. Donc, qui, pour le coup, pouvait vraiment se prêter à un confinement, parce que, tu vois, il y a plein de créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit même sur Instagram, qui, pendant le premier confinement, ont complètement paniqué parce que ils n'étaient pas habitués à créer du contenu chez eux. Or, toi... Finalement, ton contenu repose finalement beaucoup sur ce que tu fais de ton quotidien. Donc en fait, c'est ça, je pense, qui t'a permis beaucoup de te lancer, quoi. Ouais, je pense, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. À un moment donné, je faisais 2 vidéos YouTube par semaine. Et il y avait une vidéo, c'était la vidéo confinement. Genre, je faisais une vidéo,
Je filmais une semaine mon quotidien avec le confinement, la première, deuxième, troisième semaine. À un moment donné, j'ai arrêté parce que à la fin, c'est vrai que ça commençait à... Bah, t'étouffes pas, Pamela. À la fin, ça commençait à être lourd. C'était pour tout long. le monde. Hein, ouais. C'était long. L'inspi, je l'avais au début. Mais Pamela, tiens le coup, hein, ne calme pas. J'avais l'inspi au début. Mais au bout de quelques semaines, bon, je commençais à faire des puzzles. C'était drôle. Vas-y, on fait des trucs. Mais au bout d'un moment, je commençais à en avoir. Mais là, comme tout le monde, quoi. Donc ça commençait à devenir compliqué. Mais ouais, c'est vrai que je filmais mes semaines et... tout le monde, on avait tous des semaines pareilles, on avait tous des semaines un peu pourries. Et donc je pense qu'au moins les gens, peut-être, ils se disaient, oh, ben, on vit la même chose, c'est bien, on se soutient. Je pense que je les ai occupés. Ça a été peut-être une forme de soutien pour eux, mais ça a été pareil pour moi parce que moi, ça m'a permis aussi de m'occuper, de faire tout ça, quoi. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à rédiger ton livre ou c'est un peu après ? Non, ça a été après, je l'ai commencé, alors attends, là on est en 2022. J'ai commencé à l'écrire fin 2020. D'accord. Donc pendant le deuxième confinement, alors... Voilà, exactement. Bah oui, c'est au deuxième confinement, quand j'ai pas pu partir à Saint-Martin. Ah oui, que j'ai pas pu partir. J'ai commencé à écrire à ce moment-là, ouais. C'est pile à ce moment-là. Ok. Dans ton livre, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler longuement du livre, en tout cas de ce qu'il contient, parce qu'effectivement, tu fais partie des rares créateurs qui... parle aujourd'hui ouvertement de santé mentale, d'angoisse, d'anxiété. Il y en a de plus en plus et c'est trop cool parce que ça se démocratise quand même pas mal. Je pense que le mieux pour qu'on puisse comprendre un peu ton parcours, pour les gens qui te connaissent pas nécessairement ou alors qui n'ont pas ton livre, est-ce que tu peux expliquer la première fois que tu as eu conscience que tu faisais de l'angoisse, de l'anxiété et que c'était pas un coup de stress ou tu vois quelque chose que tout le monde vit, ou c'était un petit peu plus spécifique que ça, quoi? Là où j'ai vraiment senti que c'était... En fait, déjà, quand j'ai fait ma première crise d'angoisse, bon, celle-là, à chaque fois, je la switch parce que je me suis dit que j'étais fatiguée. La deuxième, quand j'ai commencé à avoir le cœur qui palpitait, c'était en cours de... Mais ce que je dis à chaque fois, vraiment, je me rappelle du jour de l'heure, c'était à mon cours de maths entre 8 et 9 heures. Enfin, le jeudi matin... j'ai commencé à avoir le cœur qui palpite, je commençais vraiment à avoir l'impression de ne plus être là dans la pièce. Là, je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est vraiment plus du stress. Genre, on a toujours dit à mes parents quand je faisais des migraines, votre fils est anxieux, votre fils est stressé. Là, je me suis dit, là, c'est plus, c'est pas que du stress et de l'anxiété. Là, ça va quand même un petit peu, beaucoup plus loin. Et ça a été là, vraiment, à cette crise d'angoisse où je me suis sentie submergée et c'est comme si c'était insurmontable. Alors que des fois, bon, on est stressé, on se calme, on fait quelque chose. Là, je me suis dit, mais c'est insurmontable. Et est-ce que tu as fait, alors je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que ça s'appelle comme ça, de la dépersonnalisation? C'est quand, tu sais, tu te regardes un peu comme si t'étais au-dessus, quoi. Figure-toi que je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Et j'ai eu une abonnée une fois, alors je sais plus quand, qui m'a dit, je crois que j'avais raconté dans une vidéo YouTube, c'était avant mon livre, hein, donc j'avais déjà fait une vidéo YouTube sur les crises d'angoisse. Et elle m'avait dit, est-ce que tu ne fais pas de la dépersonnalisation? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, j'ai été chercher sur Internet et ça me semble être un peu ça, ouais. J'ai eu l'impression, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, oh là, ça ressemble vraiment à ça. Je pense que j'ai dû faire ça. Et en même temps, j'ai eu peur. J'ai fait une crise d'angoisse par-dessus. Et cercle vicieux, je suis rentrée dans un truc où je me suis dit, mais je vais pas m'en sortir. Mais je pense que j'ai fait ça, ouais. Est-ce que quand ça t'arrive, bon forcément je pense que c'est la première fois que ça t'arrive, donc c'est hyper, c'est encore plus angoissant que la rechute, quoi, la redescente. Quel est ton premier réflexe? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu vas voir sur les réseaux? Est-ce que tu vas voir sur internet peut-être des gens qui ont vécu la même chose que toi? Genre aller voir sur Doctissimo, pire truc du monde d'affaires. Quel est ton premier réflexe quand il se passe ça? Et est-ce que tu arrives à trouver des réponses à ce que tu as vécu? Ou juste là tu dis ok, il s'est passé ça, j'en sais pas plus. Alors déjà, la première chose que... déjà, j'étais incapable de le dire sur le moment que je faisais une crise d'angoisse. Donc c'est ma camarade qui a dû dire à la prof, il se sent pas bien, il faut le sortir. Donc après, je suis partie chez la CPE ou à l'infirmière, je sais plus. Bon, je sais plus. Et là, j'ai raconté un peu à ma mère en voiture. Elle m'a dit qu'elle faisait des crises de spasmophilie. Donc elle m'a dit, ça doit être ça, ne t'inquiète pas et tout. Elle a essayé de minimiser, elle s'est dit, ne t'inquiète pas. Enfin, c'est normal, elle a essayé en fait de me dire, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, en fait, j'en ai plus parlé. Parce que je commençais à me dire, mais c'est pas normal. Parce que je suis allée sur des sites. Parce que je n'avais pas fait la première crise que j'ai switché, que je me suis dit, oh, c'est rien. Je suis allée sur des sites de forums. Et en fait, on voit des gens qui ne s'en sortent pas. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Ils sont enfermés là-dedans. Ils n'arrivent pas à en sortir. En fait,
la plupart des gens qui vont sur ces forums, c'est pas pour donner des solutions, c'est juste pour expliquer leurs problèmes. Mais il n'y a personne qui donne une solution. Tu finis le forum, tout le monde t'a dit que ça va pas, mais il n'y a personne qui vient dire alors moi j'ai trouvé une solution. Il n'y a personne. Donc en fait, tu te retrouves à la fin à avoir lu ouais, c'est. Donc c'est ça aussi. Voilà, ça a été la deuxième étape d'aller sur des forums. Et après, en fait, c'était pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait que Facebook à cette époque-là. Donc j'avais l'impression d'être tout seul. Enfin, ou alors je voyais les 4-5 personnes qui parlaient sur les forums, mais je me suis dit, en fait, on est quoi? On est 10, c'est une maladie incurable. Enfin, je me disais pas que c'était une maladie incurable, mais je me suis dit, c'est un truc incurable. En tout cas, c'est un truc qui va pas partir. Je commençais à me dire, je suis tout seul, en fait, je peux pas le raconter. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je pensais que moi, les angoisses, les crises d'angoisse, c'était vraiment très très rare. Donc, je me suis dit, bah, j'en ai pas parlé, je me suis recroquevillée, je commençais à me renfermer. Après, j'en ai parlé un petit peu à des amis de l'époque. Mais je rentrais pas dans les détails, je racontais pas que le matin au soir, en fait, je pensais, je vivais avec les crises d'angoisse, je calculais toute ma journée du matin au soir. Ça, je n'osais pas le raconter, j'avais peur qu'on me prenne pour un taré, alors que pas du tout, parce que quand j'en ai parlé, on m'a pas pris pour un taré, quoi. Quand tu dis je calculais, c'est tu programmais ta journée de sorte à ne pas rencontrer d'événements qui peuvent être angoissants? Ouais, bah en fait, c'était même pas je programmais, en fait, j'avais l'impression de ne plus être moi. C'était les crises d'angoisse qui programmaient ma journée, c'était les crises d'angoisse qui géraient. C'était pas moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment tout du matin au soir. En fait, il faut que j'aille faire les courses. Oui, bah très bien. Bah, il va falloir y aller à cette heure-là très tôt parce qu'il y a moins de monde. Il va falloir faire gaffe. Qu'est-ce que c'était s'il y a la queue, regarder quand je rentre dans le magasin si il y a la queue à la caisse. S'il y a la queue, de me dire bon, bah écoute, tu vas faire un petit tour dans le rayon un peu plus longtemps. Va au rayon frais pour te calmer, pour respirer. Tout. Mais ça, c'est toute la journée. Après, c'était le tram. Je voyais un tram, je me dis, oh, celui-là, il est trop rempli. Non, on attend. Un deuxième, un troisième. Après, j'en avais marre d'attendre. Donc, qu'est-ce que je faisais? Pour aller à la fac, je partais très très tôt. J'arrivais 1 heure à l'avance à la fac. Heureusement, les amphis étaient déjà ouverts, donc je pouvais me poser. J'étais le premier, je pouvais choisir ma place. Bref, c'était... Là, j'en parle. Enfin, j'ai encore des crises... Enfin, je sais pas que j'ai des crises d'angoisse, mais comme j'évitais les moments, j'en ai plus eu des crises d'angoisse, vu que j'évitais tous les moments à l'avance. Je suis pas complètement sortie, mais quand j'y pense, je me dis... Oh. Parce que moi, c'était une habitude, ce que m'a dit ma psy. Elle m'a dit, mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est maintenant vous avez peur du bonheur, vous êtes tellement habitué à ces crises d'angoisse que vous avez peur d'en sortir. J'en avais peur, je me suis dit, moi, ma vie, elle est comme ça depuis 10 ans, à tout régler comme ça, il faut pas me changer ma vie, il faut rester comme ça, quoi. En fait, c'est presque devenu une sorte de cadre et que si t'étais sorti du cadre, c'est comme si t'étais lâché dans le vide, quoi, ouais. en gros. Ouais, c'est exactement ça, c'est parce qu'à un moment donné, avec ma psy, elle me disait... il y a un moment donné, elle me disait sur une échelle de 1 à 10, cette situation, à quel point elle est stressante. 10, c'est beaucoup. 0, c'est pas du tout. Voilà, entre 0 et 10. Ouais. Et je disais toujours à la fin 1 ou 2. Je dis, mais pourquoi vous dites pas 0? Je dis, mais j'ai peur. Mais peur de quoi? J'ai peur. Elle me dit, mais j'ai peur. Elle me dit, vous avez peur de quoi? Et à un moment donné, j'ai fini par le sortir. J'avais pas compris, mais j'ai fini par le comprendre et lui dire, j'ai peur d'aller bien. En fait, c'était tellement habitué de ça que de sortir, c'est horrible de dire de sortir de ma zone de confort, mais limite ces crises d'angoisse, vu que ça faisait 10 ans pour moi, c'était normal de les faire, et c'était ma zone de confort. Et là, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que c'est surtout, en tout cas tes sources d'angoisse, c'était surtout le monde en fait, une sorte d'agoraphobie presque. Alors ça a été agoraphobie et phobie sociale. Au début, ça a été l'agoraphobie parce qu'en fait, j'ai fait des crises d'angoisse et j'ai eu peur de faire des crises d'angoisse devant les gens et d'avoir le jugement des personnes. Donc j'ai commencé à avoir... c'est quoi la différence que tu fais, parce que je l'ai pas, entre agoraphobie et phobie sociale? Alors après, je vais dire avec mes mots, hein, peut-être que c'est... Ouais. Voilà, mais agoraphobie, c'est quand on a peur de la foule, du monde. Okay. Et phobie sociale, c'est qu'on a peur de la personne en soi. On a peur des gens. C'est pas du monde. Je peux... c'est difficile. Je la vois... De la réaction des gens, plutôt? Genre les gens qui vont te juger? En fait, quand on dit agoraphobie, c'est qu'on a peur du monde, de la foule. Ouais. Et phobie sociale, c'est qu'on a peur des gens, tout simplement. Ok. Ouais, c'est ça la nuance. Il peut y avoir 3 personnes. Un phobique social, il s'en fout qu'il y ait 10-20 personnes. Il est phobique social. Il peut y avoir 1 ou 2 personnes. Okay. Et en fait, le truc, c'est que ça s'est fait petit à petit. Au début, j'avais peur de faire des crises d'angoisse. J'avais peur que ça m'arrive, j'avais peur d'en faire une. Mais après, j'ai eu peur de la faire devant les gens. Je me suis dit, mais imagine dans le tram, tu fais une crise d'angoisse, qu'est-ce que les gens vont se dire? Mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est taré. Donc j'ai commencé à avoir peur, en fait, de faire devant les gens. Donc j'ai commencé à être phobique sociale parce que je commençais à moins être face aux gens. Quand il y avait du monde, par exemple faire la queue à Intermarché, aux caisses,
Là, c'est parce que c'est le monde. Donc là, c'est de l'agoraphobie. Parce que c'est plus le truc, il y a trop de monde. Et ça me fait faire une crise d'angoisse. C'est une nuance assez... je la vois, la nuance dans ma tête, mais... À quel moment, du coup, t'as pris... Parce que là, tu parlais de ta psy. À quel moment t'as pu prendre justement une aide extérieure? Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était trop difficile pour toi de le supporter? Ou très rapidement, t'as senti que c'était mental et qu'il fallait justement prendre un accompagnement extérieur pour ça? Ça s'est pas fait facilement. Parce qu'en fait, je me trouvais des excuses. Je me disais, ça va passer. Ça va passer, ne t'inquiète pas, ça finira par passer. Tu vois quand même tes amis et ma famille. Donc j'étais quand même enfermée, je voyais que mes amis, ma famille et personne d'autre, quasiment. Mais je me disais, ça va passer. Et à un moment donné, je commençais à voir que non, que je commençais à faire de moins en moins de choses. Je commençais à de moins en moins sortir. Ça s'est fait petit à petit, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais au début, c'était le tram, après ça a été le bar, après ça a été le restaurant, après ça a été les boîtes. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Mais je commençais à me dire, là, ça va pas. Donc j'ai été voir un psychiatre. Ça n'a pas trop marché. Et encore une fois, quand j'entends des gens me dire oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché, des fois c'est juste avec le thérapeute que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de feeling. Il ne faut pas abandonner. À un moment donné, on peut tous s'en sortir. Il faut de la volonté, de la patience. Je sais que moi, avec 10 ans de crise d'angoisse, ça ne part pas en une séance. Il ne faut pas croire qu'en allant 3 séances chez une psy, ça va partir. À moins que peut-être c'est des crises il y a quelques mois et ça ne fait pas des années, mais... La plupart du temps, on y va quand le problème devient un peu trop gros. Donc on y va. Mais justement, c'est parce que ça devient trop gros que ça sort et que ça sort de cette façon, quoi. C'est ça. Donc moi j'ai été voir un psychiatre et j'ai l'impression que c'était juste des cachets. Je racontais ma semaine et rien d'autre. Après, il y en a d'autres qui auraient réagi différemment que lui, hein, je ne dis pas. Après, j'ai été voir une hypnotiseuse. Alors moi, je trouve ça hyper bien, ça. Là, pareil, il n'y avait pas de feeling. Je trouvais que... Je sais pas. Je le sentais pas, donc j'ai arrêté au bout de 3 séances. Mais après, je pense que c'est très bien ça comme thérapie quand on trouve le bon thérapeute, enfin le thérapeute qui nous convient. Et voilà, ça s'est fait. En fait, le problème c'est que j'ai été voir un psychiatre, j'ai été démoralisée que ça marche pas, j'ai arrêté pendant très longtemps. J'ai été voir une hypnotiseuse, ça n'a pas marché, j'ai abandonné pareil, hein, comme la plupart des gens, ça marche pas, moi ces trucs, là j'y crois pas. J'ai attendu un long moment, et là, bon, j'ai abandonné, je me suis dit non, faut persévérer, c'est pas possible, tu peux t'en sortir, c'est pas une maladie incurable, comment dire, comme le cancer où des fois on peut pas s'en sortir, enfin là je veux dire on peut s'en sortir des crises d'angoisse, c'est pas la même chose. Donc je me suis dit allez force, donc j'ai été voir une psychologue et là bon ça fait 1 an, un an et demi que je suis avec et j'en vois il y a le feeling et j'en vois les résultats parce que je vais pas après je voulais pas aller juste voir une psychologue et parler, je me suis dit ouais mais ça va faire la même chose que le psychiatre, donc j'ai fait de l'EMDR, je fais une thérapie de l'EMDR avec elle. C'est top ça, l'EMDR, c'est top parce que ça permet aussi de justement, je pense que c'est bien pour les gens qui ne veulent pas parler, tu vois, et qui sont peut-être un petit peu réfractaires à un accompagnement psychologique classique, tu vois, d'un psy où on se dit je vais pas très bien, je vais voir un psy. Le MDR, ça permet vraiment de sortir les émotions, mais sans avoir besoin de parler. Et c'est un truc que je recommande très souvent aux gens, tu vois, qui sont au courant que je suis très ouverte sur tout ce qui est santé mentale et tout. Et je trouve qu'on peut vraiment recommander ça à des gens qui ont pas encore, qui se sentent pas prêts d'aller chez le psy, tu vois, parce qu'il y a encore une sorte parfois de tabou pour des gens dire je vais chez le psy, alors que on peut très bien. Le MDR a fait ses preuves, les personnes qui sont sorties du Bataclan suite aux attentats, ils ont été traités par le MDR, donc. Et il y a aussi beaucoup par l'hypnose aussi. Il y a aussi. Attention, c'est vraiment les deux trucs, les deux thérapies que je trouve pas mal. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais je sais que l'hypnose érichnosienne, c'est la plus connue. Et c'est une qui a fait énormément ses preuves. Quoi. Donc, mais il faut trouver le bon thérapeute ou la bonne thérapie. Mais il ne faut pas abandonner. Quoi. Ce n'est pas une fatalité. On peut tous s'en sortir. Quoi. Et est-ce qu'on t'a posé vraiment un diagnostic clair à un moment donné ? Avec le psychiatre, j'ai déjà répondu j'ai dû répondre par un formulaire, un papier où je devais marquer sur une échelle de 1 à 5, à chaque fois les situations, les trucs, et c'est là où j'ai déjà su que j'étais phobique sociale et agoraphobe. Bon, les crises d'angoisse, ils le savent direct, vu que quand tu le racontes, généralement, ils voient directement que c'est des crises d'angoisse, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème de cœur, il n'y a pas de problème de tout ça, donc directement, c'est généralement crise d'angoisse. Et après, j'ai fait ce test-là et il m'a décelé phobique sociale et agoraphobe, les deux. Et quand on te pose ce diagnostic, comment est-ce que tu réagis ? Est-ce que tu es soulagée ou est-ce que ça te fait peur ?
Alors, c'est pas le diagnostic, ça m'a rien fait, c'est le livre qui m'avait fait lire. Il m'avait fait lire un livre sur tout ça, sur la psychologie, sur les crises d'angoisse. Et en fait, ça m'a quand même rassurée, parce que je me suis rendu compte, c'est horrible à dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais dans le livre, je me suis rendu compte qu'on était pas mal, qu'on était beaucoup, alors à certaines échelles. Hein. Et en fait, il y a de tout. Les crises d'angoisse, ça peut être, ça peut se transformer en avoir la peur de vomir et plus sortir de chez soi. Ça peut être, ça peut être tellement de choses. Enfin, moi, il y a des gens qui me disent, j'ai pas la même chose que toi, mais c'est une peur de vomir, j'ai peur de sortir chez moi. C'est la même chose. Moi, je sortais pas parce que j'avais peur de faire une crise d'angoisse devant les gens. Et en fait, le truc, c'est ça, en fait, c'est que les crises d'angoisse, elles prennent diverses... Il y a les gens qui ont peur de rougir, les gens qui ont peur du sang, qui vont avoir vraiment peur de sortir chez eux, parce qu'ils ont peur d'avoir un niveau de sang, on sait jamais. Enfin, en fait, c'est des phobies qui se développent, mais tout part du début de l'anxiété, du stress. Et en fait, dans ce livre, ça expliquait tout ça, et je me suis dit, ah ouais, on est quand même beaucoup. Non, t'es pas taré, en fait. C'est juste que, voilà, t'as ça, comme d'autres ont d'autres choses. Et ça rassure quand même de se dire que voilà, de mettre des mots sur des mots, sur des mots, tiens, c'est joli. Est-ce que tu as senti, parce que là tu vois justement tu parles des angoisses, de la peur de vomir, qui se traduit en angoisse, mais généralement effectivement ça se met sur, enfin ça implique une crise d'angoisse à la fin, mais le début, le démarrage de tout ça, de l'anxiété, toi ça va se fixer sur cette histoire d'agoraphobie. Mais en réalité, c'est pas finalement la peur de la foule, c'est un besoin de contrôle que tu places là-dessus, mais il y a une cause qui est beaucoup plus antérieure, non ? Ouais, en fait, c'est plus antérieur. Après, je pourrais pas définir vraiment ce que c'est tout mon passé, enfin, peut-être mon éducation, toutes les choses de la vie commencent à évoluer. On va dire, par exemple, peut-être la séparation de mes parents, ça m'a marqué. Peut-être qu'avant aussi, très certainement, parce que j'étais surprotégée, à toujours faire gaffe à tout, je pouvais pas me développer tout seul, je pouvais jamais tomber, alors que des fois c'est bien qu'un gosse tombe parce qu'au moins il apprend qu'en fait il peut se faire mal en tombant. Enfin bref, voilà, donc il y a aussi du fait de ma sexualité, quand j'étais jeune, qu'on m'étiquetait déjà que j'étais gay alors je l'avais même pas dit, des fois j'avais des critiques au collège, donc ça aussi ça m'a fait perdre confiance en moi. Tous ces petits trucs en fait ont permis de créer un noyau d'angoisse qui m'ont fait faire des crises d'angoisse. Ouais. Après, ça a transformé en les effets. En fait, l'agoraphobie, la phobie sociale, je vois plus ça comme des effets, pas comme la cause. La cause, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Les effets des crises d'angoisse, c'est que j'ai commencé à avoir peur des gens, peur de la foule, tout ça. Mais justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, tu vois, d'arriver à comprendre qu'en réalité, c'est pas la cause, c'est pas l'effet qu'il faut traiter, mais c'est vraiment tout ce qui est antérieur, et c'est pour ça que parfois un accompagnement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que généralement c'est ce qui est préconisé, parce qu'effectivement on va venir creuser sur ce qui t'a causé ça, et pas juste traiter de pourquoi t'aurais peur de la foule, alors qu'en réalité ça a peu tu vois, peu d'impact sur la chose, quoi. Après, ça dépend des personnes. Je sais que pour moi, ce que j'avais fait avec le psychiatre, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Et en fait, ça va être sur le passé, sur le futur. On va rien voir sur le passé. Enfin, normalement, avec lui, il n'y avait rien. C'était vraiment, on va essayer sur le futur de faire étape par étape. Bon, il n'y avait pas trop ça avec lui, donc ça n'a pas marché. Mais moi, en fait, j'avais vraiment ce besoin de comprendre. Et en fait, ce qui est bien avec le MDR, c'est qu'on travaille le passé, le présent et le futur. Je sais que la thérapie cognitive et comportementale, elle a pu faire ses preuves sur certaines personnes, mais moi, ça bloquait. Parce que j'étais là, ok, mais ça me dit pas pourquoi je fais des crises, en fait. Pourquoi je fais ça, pour moi, je me disais, mais ça, c'est mon avis. Hein. Comment je peux traiter les crises d'angoisse si je comprends même pas le départ de ça, quoi. Donc moi, c'est pour ça que ça marchait pas. Mais il y en a, je sais que ils ont pas eu besoin d'aller dans le passé, apparemment. Aujourd'hui, t'es dans quelle disposition d'esprit par rapport à tout ça ? Est-ce que tu sens que ça a bien évolué ? Est-ce que tu sens que tu approches de plus en plus vers la guérison ? Comment tu sens ? Ça a bien évolué. Là, on est un peu moins sur les crises d'angoisse avec la psy. On traite plus sur les hommes maintenant. Ce sera sujet de mon livre 2. Normalement, mon livre 2 peut-être arrivera là-dessus. Mais non, ça avance petit à petit. Enfin non, ça a bien avancé même. Je peux pas dire que je suis totalement guérie. En fait, on n'en guérit pas, on vit avec et on apprend à vivre avec. Moi, pour moi, c'est là où j'ai vraiment compris, c'est là où il y a eu un déclic, c'est de me dire, n'essaie pas de les faire disparaître, mais apprends à vivre avec. Et comme ça, tu les toléreras mieux et tu les accepteras. Mais voilà, ouais, non, il y a eu quand même ça a beaucoup avancé, je vais beaucoup mieux. Le chemin va continuer encore, mais comme je vois le positif, comme je vois que ça avance bien, bon, je suis c'est rassurant, quoi. Ouais, voilà, ça rassure de voir. Au début, je me suis dit, est-ce que je vais voir des résultats, et j'en ai vu. Donc, attends. Bon, là, tu m'as tendu une perche.
Oh, J'ai entendu let's go, les un deuxième hommes. livre sur les hommes. Alors, Et pourquoi pas? et qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Alors raconte-moi tout. Oh, à force de tomber sur des connards, je me suis dit, mais pourquoi pas en parler? C'est le thème que là, avec ma psy, on est pile à ce moment-là, de la dépendance affective, d'aller toujours reproduire les mêmes schémas, d'aller toujours vers des hommes qui ont toujours le même profil à se foutre plus de ta gueule qu'autre chose. Donc, en fait, je me suis dit, et j'ai dit à ma psy, j'ai dit, écoutez, si j'écris, ça va peut-être me faire du bien, comme le premier livre. Donc, allez, on y va, c'est parti. Et c'est quoi le type de profil vers lequel tu vas? Enfin, tu remarques qu'il y a un profil En fait, c'est particulier? des gens où tu sais qu'il n'y a pas d'avenir, en fait. Tu sais que c'est des mauvais garçons. Ils sont pas forcément mauvais à chaque fois, mais tu sais que c'est des gens où il n'y a pas d'avenir de couple ou tout ça. Tu sais que tu vas plus pleurer qu'autre chose, ou tu vas être plus triste et qu'en fait... Parce qu'à un moment donné, j'ai dit à la psy, j'ai dit, moi j'en ai marre en fait de tomber sur ce genre de personnes. Et elle m'a dit tout simplement, vous allez vers ce genre de personnes, vous reproduisez le même schéma, c'est comme les crises d'angoisse, ça vous rassure. Et c'est vrai que j'ai fini par comprendre qu'à des moments, je sais pertinemment dès le début, je parle à un mec, je sais pertinemment que ça va aller mener nulle part, mais il m'intéresse. Mais tu comprends, hein, il m'intéresse. Donc je m'attache et je me dis, allez, c'est pas grave, on essaye, YOLO. Et puis à la fin, je me dis, ben ouais. Ouais. Comme d'hab. Comme d'hab. Et c'est ça le problème, c'est que ce que je dis à chaque fois et ce que je dis des fois à mes amis quand elles aussi elles tombent sur des connards, je dis à un moment donné, il y a des connards, on peut s'énerver contre eux, mais il faut pas rejeter la faute que sur eux. C'est nous aussi qui allons vers, des fois, hein, pas tous, vers ce genre de personnes. Donc c'est à nous aussi à pas nous traiter de connards, mais peut-être à faire un travail sur nous-mêmes. Donc c'est ce qui va se passer en 2022. Le travail, les conseils de tonton Noolito sur... Attends, mais ça, ouais, non, mais il va falloir que je me les applique aussi parce que je suis très bon conseil, mais des fois je toujours. donne des conseils à mes amis sur les hommes et je raccroche le FaceTime ou quoi, et je me dis mais putain, mais tu les appliques pas du tout tes conseils en fait. Mais toujours, on est toujours de meilleurs conseils que ce qu'on fait, évidemment. T'as déjà eu des relations longues ou t'as du mal à construire? On va dire j'ai eu des flirts, j'ai eu des petites relations, mais non, ça menait pas large. En fait, ça s'arrêtait très vite, quoi. Enfin, à un moment donné, j'étais vite fait déçue, ou alors on se foutait de ma gueule, ou alors le mec était pas du tout sérieux. Donc voilà, non, je peux pas dire que j'ai vraiment connu le grand amour, hein. Mais je crois que je le dis déjà dans mon livre. J'ai pas connu, non, le grand amour. C'est dommage, j'aimerais. Mais ma psy, là, elle écouterait et dirait, ah non, c'est pas que vous aimerez parce que vous pourrez, hein. Vous envoyez des mecs autour de vous qui veulent ça, mais vous choisissez pas eux. Donc... Elle est pas là, donc je vais dire que j'aimerais. Voilà, mais t'arrives quand même à avoir... Enfin, tu parles beaucoup de tes amis, de mecs et tout, t'arrives quand même à avoir une bonne vie sociale, même... Enfin, que ce soit par rapport aux angoisses, soit par rapport au métier qu'on fait, tu vois, parce que... Je pense qu'on pourrait se dire de prime abord, le fait d'être quelqu'un d'anxieux, d'angoissé, il y a peut-être un cliché qui ferait dire que tu vois personne, que tu restes tout seul, alors qu'en fait j'ai l'impression que tu arrives quand même à maintenir... Non, parce que déjà j'ai toujours vu mes amis, ils venaient soit chez moi, à l'époque des crises d'angoisse où je pouvais pas du tout sortir quasiment, ils venaient chez moi ou j'allais chez eux. Voilà, je connaissais les endroits, donc c'était pas trop stressant. Et c'est vrai que là, depuis, je commence à rencontrer des personnes. Je me suis fait 2 amis. Il y en a un avec qui je pars au Mexique en février, un autre avec qui je pars au ski à la fin du mois. Voilà, je m'ouvre au monde, je me fais des nouveaux amis. Bon, il faut faire gaffe parce qu'aussi avec le succès, la célébrité, il faut faire gaffe parce qu'on peut tomber vite fait sur des gens mal intentionnés. Mais non, on le voit pas en fait. Je suis quand même quelqu'un de très sociable. Enfin... Ah si, moi je trouve qu'on le voit, ça se voit dans tes vidéos, que t'es ouvert aux autres, que t'es tolérant, que enfin... C'est vrai, mais c'est ça que je voulais dire en fait, c'était l'inverse que je voulais dire, on le voit, mais du coup je me suis dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je me suis mélangée. Mais c'est exactement, oui, je pense que ça se voit quand même, enfin les gens quand ils me croisent dans la rue, je suis pas là, fermée, voilà, mais c'est à un moment donné en fait avec mes crises d'angoisse, j'étais tellement enfermée là-dedans qu'en fait je détestais les gens. Enfin pas je détestais, si je te voyais dans la rue, j'allais pas te détester, mais je voulais pas mourir. Et maintenant ça va très bien. Mais même à l'époque où j'étais fermée, les gens me croisaient dans la rue, les abonnés, je suis très gentille. Enfin, j'étais pas là, non, je veux pas te parler, non, je veux pas de photos, je suis pas aigri. Mais peut-être qu'ils avaient... Enfin tu sais, peut-être qu'il y a des abonnés aussi qui avaient peut-être peur en sachant que tu pouvais être angoissé par le monde, par la foule, par les gens, de venir te voir, non? Pas vraiment parce qu'à l'époque j'en parlais pas trop, surtout quand j'étais sur Bordeaux. D'accord.
J'avais pas parlé de crise d'angoisse. Quand j'ai vraiment parlé des crises d'angoisse, j'étais ici. Donc c'était très rare, là en campagne, que je croise pas des gens dans ma rue, quoi. Mais sinon, non. Mais je l'avais déjà dit en story. J'avais dit, moi, je me sens pas encore capable de faire des meet-up où je vois la foule. Mais s'il y a des gens qui m'arrêtaient dans le Intermarché ou dehors, ça me stressait pas parce que c'est 1-2 minutes, on n'est pas enfermé. Voilà, puis c'est une petite photo, les gens s'ils viennent me voir, généralement ils sont gentils. Oui, c'est des gens qui te veulent du bien, quoi. Voilà, ouais, donc non, il y avait aucun souci. Bon, et l'évolution de ce contenu. Alors, on a vu qu'il y avait donc le livre 1 qui est sorti, le livre 2 sur les mecs qui arrive potentiellement en 2022. Peut-être, on c'est pas sûr, mais peut-être. On espère. Dites dans les commentaires si vous voulez un livre sur les hommes. Et au niveau de l'évolution du contenu, on va dire influence pure, est-ce que tu restes dans cette lancée pour 2022? Est-ce que tu as prévu peut-être, je sais pas, des grosses collabs, une sortie particulière, envie de donner un autre tournant à tes vidéos, à tes TikTok Alors, sur mon contenu, c'est toujours dans le drôle, divertissement, occuper les gens, voilà. Mais après, par exemple, là, j'ai déjà un petit projet de partir, mes billets sont pris, mais de partir au Canada en septembre pour aller découvrir mon rêve, voir les baleines. Donc j'ai déjà pris ça et ça va être l'objet d'une vidéo YouTube. Ça va être un peu plus peut-être sérieux. Bon, je pense que ça... En fait, même quand je vais être sérieux, il y a toujours des conneries qui arrivent, mais ça finit toujours dans le drôle. Mais voilà, des petits trucs un peu plus partir. Par exemple, je sais que j'aime bien voyager. Bon, je sais que tout le monde aime voyager, mais je me dis, tiens, allons-y, va faire du contenu ailleurs. Donc pareil, au Mexique, je vais faire ça. Peut-être un projet sérieux. J'espère que ça va pas me porter malheur, mais peut-être que je vais partir pour la cause animale en Afrique en avril-mai. J'en raconte pas les détails parce que ça se trouve ça va pas se faire, mais j'espère vraiment. Voilà, faire des petits... ça, c'est un projet, on va dire, sérieux. Après, je réfléchis, j'aimerais... le livre encore, je réfléchis, mais j'ai pas envie de me forcer. En fait, je me dis, s'il y a une idée qui me vient, s'il y a un truc qui me vient, allons-y. J'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses, mais il faut que ça vienne et que ce soit pas forcé. Comme le livre, mon premier livre, j'écrivais en fait pour moi, journal intime. Les maisons d'édition m'ont contacté, hop, on a fait un livre. Je veux pas... j'ai des idées, des fois on peut me proposer par exemple de faire des agendas, tout ça. Je vois pas de but. Non, après chacun fait ce qu'il veut. Des trucs qui ont du sens pour toi. Ouais, j'ai envie de faire un truc qui ont du sens. Je vais pas commencer à sortir des t-shirts, on m'a proposé des t-shirts avec des phrases drôles que j'ai pu sortir. Non, ça ferait une entrée d'argent, mais j'ai pas envie. Eh ben écoute, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, mon ami. Bon, ça m'a fait trop plaisir qu'on puisse papoter et qu'on puisse se découvrir encore plus. Et merci aussi de démocratiser tout ça, de parler de l'angoisse, de l'anxiété, parce que je pense que il y a tellement de gens qui ont besoin de pouvoir se référer à d'autres personnes. Comme on disait tout à l'heure, toi, quand tu as commencé à en faire, il y avait très peu de réseaux sociaux, il y avait juste malheureusement des forums et il y avait très peu de réponses. Et je pense que c'est bien pour les gens de notre âge ou même des gens plus âgés, mais de pouvoir avoir aussi une expérience autre que juste médicalisée, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois les psychiatres ou d'autres médecins, c'est pas forcément ce qui te correspond à toi. Après, chacun la thérapie qu'il souhaite, tu vois. Mais c'est bien d'avoir plusieurs regards et je pense que ça donne aussi de l'espoir à des gens qui traversent ce genre de choses. J'ai reçu des messages avec des personnes qui me disaient... ça y est, j'étais voir une psy. J'ai pas eu honte, j'ai été... Il y en a une autre qui m'a envoyé un message qui me dit qu'elle était à sa 3e séance de MDR. Grâce à moi, elle me dit, alors c'est pas comme j'explique, c'est pas grâce à moi, c'est vous qui faites le pas, donc c'est grâce à vous-même de vous chérir et enfin penser à vous, mais qui m'a dit qu'elle avait traité un premier événement marquant de son passé. Elle avait déjà traité celui-là en 3 séances, elle m'a dit ça m'a fait beaucoup de bien. Et moi, des fois, je suis émue, je me dis, c'est cool de pouvoir... aider ne serait-ce que 3, 4, 5 personnes, aider, les mettre dans une voie qui leur dit vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez y arriver, quoi. Ouais, écoute, bravo pour ça. Je suis très contente qu'on ait pu faire cette petite super. interview, c'était un trop bon moment. Il y a une tradition à la fin du clic, et même si on n'est pas dans la configuration actuelle, faisons-la, c'est que tu fasses une petite passe décisive à quelqu'un que tu aimerais bien venir, alors soit en visio, soit sur mon canapé à Paris, pour faire une petite interview. Alors, ce que je dis tout le temps, soit quelqu'un que tu connais et un de tes potes, ou alors au contraire quelqu'un que tu connais pas et que tu aimerais bien découvrir un peu plus. Quelqu'un que je connais, alors c'est la maman de tes copines sur Instagram. Moi j'adore ce qu'elle fait et je trouve ça super bien sur les réseaux sociaux de voir un petit peu
des personnes qui parlent de leur vie de manière complètement décomplexée, qui ont oublié de s'enlever les poils aux jambes, ils s'en foutent, voilà, c'est la vraie vie, qui des fois c'est une journée de merde de tout raconter, pas montrer que tout va bien, que tout est fluide et tout est lisse. Ouais. Et voilà, donc la maman de tes copines. Eh bien, c'est bien noté. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets tout dans la barre d'infos, donc les réseaux sociaux de James, Noelito, le TikTok, l'Instagram. Venez nous suivre, venez nous faire des petits coucous. Nous sommes tous les deux très actifs en story, donc voilà. Oui. Abonnez-vous aux chaînes. Et puis, le livre de Noelito, pareil, je vous mets dans la barre d'infos. 28 ans d'angoisse, si jamais vous avez envie de le prendre. Et ah oui, ça, je voulais juste le dire, que ce soit pour vous, parce que vous êtes quelqu'un d'angoissé, ou pour quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, peut-être dans votre entourage, c'est hyper bien, parce que ça permet de l'appréhender. Enfin, je prends mon exemple, je suis pas sujette à ça, donc effectivement ça m'a permis de comprendre des situations, tu vois, et en tout cas de bien réagir, donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview, comme d'hab on lit tous vos petits mots, on vous fait des très très gros bisous, on se retrouve très vite, ciao, bisous bisous. Gros bisous.